positive, nous vous promettons une demi-heure d'informations économiques landaises positives et des bonnes nouvelles à l'occasion de ces rencontres des prix de l'économie néo-aquitain 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici à Mont-de-Marsan aujourd'hui pour parler des entreprises des Landes et des lauréats de nos prix de l'économie. Une édition spéciale adaptée évidemment à la crise sanitaire provoquée par la Covid. Habituellement, vous le savez, nous accueillons des centaines de personnes ici dans les Landes, mais la Covid nous l'interdit cette année. Pas de soirée, pas de montée sur scène, mais cette émission en live à voir, à revoir et à partager grâce aux réseaux sociaux, sur les sites de sudouest.fr, des Néo-Aquitains et puis sur le site de la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Une opération possible grâce aux co-organisateurs de ces prix, ils sont deux, la Banque Populaire et Sud-Ouest. Et merci aussi à nos fidèles partenaires, la région Nouvelle-Aquitaine, Kedge Business School et Poy International. Avec eux, cette année, nous avons pris une décision. Prendre le virage du numérique, une transition que de nombreuses entreprises vivent aujourd'hui et qui sera la thématique de cette émission. On salue d'ailleurs notre grand vainqueur de l'an passé, l'entreprise Schisler, elle est dans les Deux-Sèvres et elle est spécialiste de l'emballage en carton. On lui a fait un petit clin d'œil avec ce décor. Merci aussi à nos partenaires départementaux, le Conseil départemental des Landes, la CCI des Landes qui nous accueille chaleureusement aujourd'hui ici à Mont-de-Marsan. On rappelle qu'ils sont aussi présents à plein d'autres endroits, dont Dax dans ce beau département. Il est temps de saluer les lauréats de cette édition, élus par le jury qui s'est réuni en septembre de l'année dernière, pour cause de Covid encore. Pour les saluer, on va commencer par Monsieur Dussault, l'entreprise du même nom. Merci d'être ici. Christian Dussault, on vous retrouvera dans quelques secondes. Pour le prix Start-up, nous saluons Maxime Battiston de la société Protifly. Bonjour. Et enfin, pour le prix départemental, c'est l'entreprise Bourrassé. On accueille son directeur, François Luneau. François Luneau, vous êtes également nominé pour la finale régionale. Vous avez ce prix dit départemental. C'est un très beau parcours dans une année pourtant difficile. Pourtant, vous avez fait le choix, avec les bouchons en liège, dans cette société basée à Tos, dans les Landes et aussi au Portugal, de vous spécialiser, on va en parler tout à l'heure, et vous avez une courbe de croissance qui évidemment marque un petit temps d'arrêt. On sait au moins pourquoi. Les restaurants ont beaucoup moins fonctionné, donc on a bu moins de vin, donc vendu moins de bouchons, c'est une chaîne. Et pourtant, vous avez fait un pari cette année, vous avez décidé de recruter. Qu'est-ce qui fait qu'on est directeur d'entreprise, qu'on va à contre-courant ? Vous avez démarré par positive, oui. Donc on pense que cette crise, elle aura une fin. Ça, c'est une première chose. Et donc on veut s'inscrire là-dedans. Donc effectivement, on a pris le pari d'accompagner notre développement par des recrutements. Et le deuxième point, c'est on a une volonté de développement, nous, c'est sur l'export. Justement, ces recrutements, ils vont viser l'export, je crois. Exactement. Et donc notamment sur l'Espagne et sur l'Italie. On a renforcé nos équipes commerciales. On a recruté là, sur les 9 derniers mois, 3 commerciaux. Ce qui, pour une entreprise comme la nôtre, est significatif. Et l'objectif pour nous, c'est, dès que les hôtels-restaurants rouvriront, que nous nous remettions à consommer. Alors justement, on va tous espérer consommer bientôt, et on espère que tous les pays vont pouvoir reconsommer. L'export, vous le faites plutôt depuis le Portugal, qui est un site de production important pour vous, ou puis depuis les Landes ? Alors, un peu les deux. Le principal site de production est effectivement au Portugal, avec près de 300 personnes qui sont là-bas et qui fabriquent une grosse partie de notre production. Et ensuite, c'est réexporté sur la France, qui fait toute la finition, une grosse partie de la finition, puisque nos délais de livraison, c'est à peu près 10 jours. Donc, on doit être extrêmement réactif. L'agilité, c'est le mot qu'on doit maîtriser. Et donc, à partir de la France, on exporte en Italie, en Espagne. Et depuis le Portugal, on va livrer notre usine du Chili, qui est aussi un point important pour nous de développement. Trois sites importants, avec tous une spécialité quand même, c'est ce bouchon en liège. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, quand tout le monde n'y croyait plus, ou qu'en tout cas certains allaient voir ailleurs, vous êtes dit, nous, on va rester sur ce produit ? J'ai envie de dire croire en la nature, justement, en sa force, sa spécificité. Et le fait que, surtout dans des moments comme ceux-là, où on voit l'importance de respecter la nature, on se dit qu'on a tout bon. Donc aujourd'hui, plus qu'hier, on aura besoin d'une matière naturelle, recyclable, réutilisable. Et le liège, c'est ça, avec tout ce que ça comporte, à la fois de positif sur cette matière, qui a une résilience, une mémoire, des performances et des particularités absolument extraordinaires. Et puis, ça demande un haut niveau de technicité et de qualité, parce que maîtriser la matière, ce n'est pas donné à tout le monde. Et on en parlera tout à l'heure, parce que c'est effectivement très naturel, et ça fait évidemment le lien avec la transition pour certains aujourd'hui qui sont en train de vivre du développement durable. Vous êtes vous aussi, Maxime Battiston, je le rappelle, le prix Start-up
totalement engagé sur le naturel, puisque ça va peut-être effrayer certains ici qui nous suivent et qui nous regardent, vous allez nous rassurer. Vous êtes en train de nous préparer quelque chose à manger, alors peut-être pas directement pour les humains pour l'instant, mais au moins pour les animaux, qui peut au départ surprendre pour faire des protéines. Rappelez-nous exactement ce que vous préparez. Donc effectivement, merci de me recevoir. Donc Protifly, on est spécialisé sur une activité qui peut paraître un petit peu particulière. On est spécialisé dans la production d'insectes qui sont nourris à partir de résidus agroalimentaires et la transformation de ces insectes en ressources, notamment protéines, pour l'alimentation animale. Donc en fait, on produit des insectes qui sont nourris à partir de coproduits, on appelle ça, agroalimentaires. Et ensuite, on produit de la farine d'insectes qui est utilisée dans l'alimentation piscicole principalement. Alors, pour l'instant, c'est effectivement principalement pour la pisciculture, mais on va peut-être un jour élargir ce marché. En tout cas, ce qui s'élargit, c'est le potentiel. Vous êtes en train, entre guillemets, excusez-moi l'expression, de faire des petits avec cette usine des Landes. Dites-nous où en est votre plan de développement. Donc effectivement, en ce moment, en fait, on a monté il y a 1 an et demi un premier site qui est un démonstrateur industriel dans lequel nous avons implanté toute notre technologie brevetée. Et aujourd'hui, on a l'ambition de répliquer des usines à plus grande échelle, dans un premier temps sur le territoire des Landes, qui est assez favorable pour notre activité, puisque nous sommes à proximité de nos matières premières, donc on évite les coûts de transport sur notre approvisionnement. Et nous avons aussi une clientèle qui est assez forte, avec une production piscicole dans les Landes qui est intéressante. Donc notre but, c'est maintenant de pouvoir répliquer des usines au plus proche de nos sources de matières premières, dans un premier temps dans les Landes, puis ensuite sur l'ensemble du territoire français et européen. À quelle échéance ? On a un premier site qui devrait sortir de terre. On va lancer les travaux d'ici la fin d'année, donc sortir de terre l'année prochaine. On aimerait monter à minima 2 sites dans les Landes sur les 3-4 prochaines années. Et ensuite, sur l'ensemble du territoire français, à 5 ans, commencer à s'implanter sur de nouvelles régions et sur notamment l'Espagne également. Merci beaucoup. Maxime, vous auriez pu partager le prix de l'innovation avec votre voisin, puisque effectivement, cette année, c'est la société Dussault qui a pris ce prix. Christian Dussault, vous êtes un fervent partisan de l'innovation. Qu'est-ce qui fait, avec votre métier que vous allez nous rappeler, à la fois d'éleveur, de fabricant de matériel agricole, que l'innovation est votre passion? Et ce n'est pas pour les faire rimer. J'ai toujours été passionné d'élevage et passionné d'innovation. Donc, j'ai réussi à combiner les deux. Et disons que le matin, quand je me lève, en tant que président, je rêve à ça, mais pas président de ma société. Et vous rêvez à quoi? Parce que j'ai lu que vous vouliez le bien-être des animaux élevés et le bien-être des éleveurs. Donc c'est bien, on peut aller chercher tous les publics, mais c'est comme quelque chose que vous connaissez de l'intérieur. Et oui. Comment vous levez, puisque c'est votre expression, en disant je vais innover pour les deux? Parce que je suis on va dire, des deux côtés. C'est-à-dire qu'en étant passionné d'élevage, j'ai toujours voulu respecter les animaux, améliorer leurs conditions. Et en tant qu'éleveur, je veux aussi améliorer les conditions des éleveurs. Alors, il y a quelque chose qu'il va falloir illustrer, parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde, ce qui est votre travail d'innovation. On va parler de paillage. Je sais que vous êtes en train de développer une machine spécifique pour ça. Assez concrètement, dites-nous comment ça marche. Aujourd'hui, il y a, disons, un retour sur des conditions de bien-être des animaux. Ces conditions de bien-être des animaux repassent par le paillage. C'est une des parties qui n'a pas été automatisée dans le monde de l'élevage. Et cette machine-là permet d'apporter donc de la litière dans des conditions de biosécurité parfaites et de façon automatique. Et ça permet donc une tâche qui était, on va dire, compliquée pour les éleveurs, aujourd'hui devient facile. Et on arrive à avoir une combinaison parfaite entre les trois piliers que j'essaye, disons, de coordonner: le bien-être des animaux, le bien-être des éleveurs et les conditions de biosécurité. Quel chemin ça prend une fois que c'est fabriqué? Ça part où, ces produits? Alors, disons, aujourd'hui, ils partent un peu partout. En France? En France et à l'étranger. Donc, sur des pays qui sont soit touchés par des problèmes on va dire, des problèmes sanitaires, soit des pays qui sont aussi enclins à l'amélioration du bien-être animal. Alors justement, l'Allemagne, la France, le Canada.
donc ces pays-là. Alors justement, ces problèmes sanitaires, malheureusement, on est durement frappé ici dans les Landes et pas seulement par la grippe aviaire en ce moment, ça vous concerne. Est-ce que c'est aujourd'hui un frein au développement ou est-ce que ça peut être un accélérateur de votre activité ? Mais vous posez les deux questions, donc je vous réponds. D'un côté, on va parler du verre qui est à moitié vide, hein. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, effectivement, nos éleveurs dans la filière foie gras sont particulièrement touchés. Eux, ils cumulent les deux grippes, hein, le Covid, parce que ça leur a fait part. Bon, avec les restaurants fermés, il y a eu des parts de marché, des débouchés qui ont disparu. Et la grippe aviaire, qui, en ce début de 2021, n'a pas forcément été les meilleurs vœux. Donc j'ai demandé à tous mes collaborateurs, disons, de faire preuve de solidarité avec eux, puisqu'ils sont relativement aujourd'hui dans un contexte psychologique extrêmement dur, puisque c'est quand même la 3e crise en 5 ans. Vous faites partie de ceux qui disent qu'aujourd'hui c'est plus dur psychologiquement que financièrement. Mais disons qu'on espère que financièrement, le pari est acté. Ouais. Et j'espère que ça le sera acté, parce que si on devait combiner les deux problématiques simultanément, ça serait très grave pour eux. Mais on voit par contre un essoufflement psychologique. On ne dit jamais 203, mais on ne pensait pas à la 3e. En tout cas, nous, on était ravis de vous avoir. Vous étiez 3 et on va vous garder encore un petit moment avec nous, mais on va regarder un film qui vous concerne, François Luneau, puisque vous avez été désigné comme le représentant départemental pour la finale des Néo-Aquitains et que dans ce cadre, on va regarder, avant d'avoir nos experts qui vont nous rejoindre, quelques minutes d'un film qui vous a consacré. On est venu tourner 2 jours chez vous dans cette magnifique entreprise. Malheureusement pas au Chili, au Portugal. On est sur les Landes, c'est déjà très bien. Et on va regarder ça pendant quelques secondes et on se retrouve juste après. Confiance. C'est de la fiabilité, de la confiance, et c'est ça qui fait que justement on peut entretenir une relation comme dans la vie avec des gens. La personne qui fait du vin, elle met son âme dans la bouteille. Et donc quand on ouvre une bouteille, vous avez la personnalité de son créateur qui est à l'intérieur. Et donc nous, on doit respecter ça. Je pense que c'est l'essence de notre métier. Un aperçu qui nous donne franchement très envie de voir la suite, c'est demain soir, rendez-vous à 18h sur TV7 en direct et puis évidemment à retrouver pour vous tous et pour partager sur les réseaux sociaux ces portraits d'entrepreneurs, des entrepreneurs et des entrepreneuses que vous connaissez bien, madame et messieurs les experts qui nous avaient rejoints pendant cette coupure. On va en parler évidemment de ce contexte actuel qui est particulier avec vous. Renaud Lagrave, vous êtes le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine et élu des Landes. On est ravis de vous accueillir sur votre territoire. Sylvie Ducos, bonjour. Vous représentez aujourd'hui Kedge Business School. Vous êtes la responsable des programmes en formation continue. Et enfin, Christian Chapotin, est-ce que je dois encore vous présenter le plus fidèle des fidèles de ces Néo-Aquitains? Vous êtes le directeur général adjoint de la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique et le co-organisateur de cet événement. Avec vous, nous allons reféliciter, mon cher Christian, les lauréats des Landes, mais nous saluons également toutes les entreprises qui ont candidaté et nous les remercions d'avoir évidemment participé, comme tous les ans, à cet enjeu. Nous leur souhaitons d'ailleurs de recandidater dès l'année prochaine pour participer, comme elles l'ont fait cette année, à l'image dynamique de ce territoire et de ce département. En parlant de dynamique, justement, Renaud Lagrave, on va regarder un document qui montre et qui met en avant l'activité de ce département. On voit très clairement que l'industrie chimique et papetière presse quasi le même poids que l'élevage dans les Landes. On sait que la région œuvre aujourd'hui à un plan de relance. Comment vous vous organisez pour aller sur tous ces terrains ? Mais en fait, une des compétences de la région, c'est évidemment le développement économique, chacun le sait, depuis maintenant un certain nombre d'années. L'idée, c'est que depuis maintenant début octobre, c'était le 5 octobre, on a voté effectivement un plan de relance déjà régional, puis un plan de relance avec l'État en décembre, 350 millions d'euros. L'idée, c'est d'accompagner justement les entreprises qui ont besoin d'investissement. C'est un sujet extrêmement simple, c'est que beaucoup d'entreprises, évidemment, essayent d'anticiper cette sortie de crise, et c'est tant mieux, essayent de se projeter un petit peu dans les prochaines années, et ont besoin non seulement de formation, non seulement évidemment d'aide en ce moment, mais aussi de se projeter sur des investissements qui sont nécessaires. Et je pense par exemple, et c'est le cas des aides de la région, c'est qu'il faut qu'on tire les conséquences de ce qui est en train de se passer.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Que par le monde exemple... d'après soit différent du monde d'avant, pour prendre une formule. Oui, mais c'est surtout qu'on se dise aujourd'hui qu'on tire les conséquences. Je vais citer un seul exemple. Ouais. Aujourd'hui, on est en train de travailler avec DRT, entreprise bien connue dans le département des Landes, pour voir comment on peut sourcer les médicaments. Ça veut dire que ce qu'on a vécu pendant la crise, où on était en rupture de médicaments sur un certain nombre de dispositifs, comment on fait en sorte qu'ils soient reproduits à l'échelle du territoire national et particulièrement en Nouvelle-Aquitaine. Participer à cette souveraineté dont on parle en ce moment. C'est le sens de l'histoire. Et quand on veut aujourd'hui travailler sur ces questions, ça veut dire qu'il faut faire de la recherche et du développement, ça tombe bien, on est là-dessus, et de la relance économique. Et c'est là-dessus que la région a véritablement voté ces 350 millions d'euros pour aider les entreprises en tirant les conséquences de ce qui vient de se passer. Il faut qu'on essaye de voir un petit peu plus loin. Vous avez commencé l'émission par positive. Si on veut positiver, ça veut dire qu'il faut préparer la suite, anticiper la suite, tirer aussi les conséquences de ce qui vient de se passer, de ce qui se passe toujours encore. Sur cette crise sanitaire, vous avez cité la crise aviaire, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui sont un petit peu dans l'expectative. C'est bien normal, hein, tout le monde l'est un petit peu. Mais on est là, je crois, au niveau de la région, avec tous les acteurs économiques, pour essayer de donner un petit peu de cadre, et c'est le cas justement de ce plan de relance. Justement, et on est sur le département des Landes, même si évidemment on déborde largement d'un département avec l'activité de la région sur 12 départements. Est-ce qu'il reste du à consommer aujourd'hui, ou est-ce que ces budgets sont déjà bien investis, ou est-ce que... Il reste à consommer, et j'ai tendance à vous dire que ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de priorité. Aujourd'hui, si on ne va pas sur la recherche et le développement, si on ne dépose pas plus de brevets, si on ne fait pas en sorte que sur les territoires, et y compris un certain nombre d'entreprises qui peut-être auront des difficultés à redémarrer, on puisse les redéployer sur des filières qui sont aujourd'hui indispensables à nos territoires pour retrouver cette souveraineté. L'argent, ok, c'est toujours un sujet, mais en même temps, tant qu'il y aura des dossiers, il y aura la région et il y aura évidemment la volonté que nous avons de faire en sorte qu'à l'échelle de notre territoire, on retrouve véritablement cette activité économique qui fait notre attractivité. Je rappelle juste qu'on est une des régions de France où on a le plus d'attractivité, et notamment dans ce département, encore une fois dans le département des Landes, où on a encore beaucoup plus d'habitants qui arrivent chaque année. C'est grâce aussi à la filière industrielle. Afflux migratoire positif. François Luneau, ces aides, vous n'avez pas eu besoin, et vous faites partie des chanceux, entre guillemets. Pourquoi vous n'avez pas fait le choix d'un PGE, par exemple, et comment vous regardez, en tant que chef d'entreprise, ces aides, que ce soit celles de la région ou de l'État et des autres collectivités? Alors c'est vrai qu'on s'est posé la question, parce que nous avons la particularité d'acheter toute notre matière première en quelques mois, et on l'utilise presque un an plus tard. Donc en termes de besoins de trésorerie, ça peut être absolument gigantesque et représenter plusieurs millions d'euros. Mais pour autant, on a jugé que notre situation de trésorerie était suffisamment solide pour ne pas utiliser ces PGE, et donc on a fait le choix, après avoir étudié la question, de ne pas le faire. Néanmoins, je le regarde comme étant extrêmement positif, parce qu'à partir du moment où on s'est posé la question de le faire ou de ne pas le faire, je le vois comme un élément extrêmement positif pour passer une crise. Après, effectivement, il ne faut pas que ce soit un élément qui se substitue et qui soit plus qu'un élément pour passer la crise. On va en parler d'ailleurs. Mais je pense que c'est un élément extrêmement positif, et on le voit dans les taux de faillite aujourd'hui quand même. Donc, on va les voir ensemble d'ailleurs. Belle anticipation. Christian Chapotin, justement, donc on a effectivement un lauréat heureux d'être lauréat, mais aussi de ne pas avoir fait un PGE. Il n'est pas forcément représentatif. Est-ce que ce département des Landes, et on va rappeler les chiffres, a surconsommé du PGE, ou est-ce qu'il est dans la moyenne de la région? Non, je crois que c'était bien expliqué par M. Luneau. Les chefs d'entreprise, accompagnés par leurs conseils, ont étudié leurs besoins, parce qu'il y a le PGE et il y a d'autres solutions aussi. Dans les Landes, bien sûr, qu'il y a 4500 entreprises à peu près qui ont demandé un PGE et qui l'ont obtenu pour environ 550 millions d'euros, donc qui ont été injectés dans les Landes au travers du PGE. La préfète de région disait il n'y a pas longtemps, il n'y a jamais eu autant d'argent sur la table. Est-ce que cette expression vous convient, et est-ce que vous dites que oui, c'est le moment, comme le disait Renaud Lagrappe, d'en profiter pour faire du développement? Alors, on en reparlera certainement après. Oui, bien sûr qu'il y a de l'argent. Il y a eu un gros soutien de la part, que ce soit des partenaires privés, publics, et ça a été rappelé par monsieur Lagrappe. Pour autant, il ne faut pas qu'on continue à empiler trop de dettes et de subventions dans cette période-là. Mais il faut maintenir le maximum d'entreprises en vie, le maximum d'emplois et le maximum de compétences. Et bien sûr, préparer l'avenir. Alors justement, les maintenir en vie, c'est une chose. Est-ce qu'on n'a pas fait du soutien artificiel? On le disait à mot couvert tout à l'heure. On va voir un autre chiffre qui va apparaître à l'écran. C'est effectivement, on va voir que c'est beaucoup plus positif cette année en nombre de créations d'entreprises qu'en disparition d'entreprises dans les Landes. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe, M. Chapotin?
Le soutien fait qu'actuellement, effectivement, au niveau national, on est à moins 38% de dépôt de bilan par rapport à l'année dernière. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la crise continue. Et tout ça, il va falloir l'analyser sur de la longue durée. Simplement, deux chiffres. On finit l'année 2020 autour de moins de 10% de croissance du PIB. Les prévisions pour cette année, comme la crise continue, tous les mois, elles sont revues à la baisse, voire tous les 15 jours. On est sur des prévisions, nous, dans le groupe BPCE, autour de 4%. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas rattrapé en 2021 2019, et encore moins forcément en 2020. Et donc on se projette maintenant vers une croissance qui reviendrait peut-être au niveau de 2019, en 2022, voire 2023. Renaud Lagrave, il y a un moment d'inquiétude quand justement vous voyez cette différence entre les créations et disparitions d'entreprises et où on se dit finalement l'année s'est bien passée. Est-ce que vous craignez justement que 2021 et que la région doit être encore plus au chevet des entreprises ? De toute façon, on voit bien que l'activité économique aujourd'hui, ça vient d'être dit par rapport au PIB, on voit bien de ce qui est en train de se passer. La question, c'est comment on peut essayer de préparer la suite. C'est-à-dire que soit on considère qu'on continue effectivement avec des prêts, avec des indemnisations, avec des aides, soit on essaye de faire en sorte justement que ces aides puissent transformer les choses en préparation d'eux. Moi, je ne méconnais pas le fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises dans des situations difficiles. Et on est tous là, et notamment les pouvoirs publics, et la région en particulier, pour les aider. La vérité, c'est qu'il faut essayer de se projeter. Je sais que c'est compliqué, hein. C'est pas très simple de se dire à 2-3 ans qu'est-ce qui va m'arriver. Mais en même temps, il y a un plan de relance. Il y a celui de la région, il y a celui au niveau national qui va durer normalement 2 ans. Ça veut dire que là, immédiatement, et c'est ce que les uns et les autres on essaye de faire à nos niveaux respectifs, de dire oui, profitez pour essayer peut-être de faire un certain nombre d'investissements, de formation, pourquoi pas de transition, on y reviendra certainement, pour essayer de préparer ce moment-là. Maintenant, il est clair que ce qu'il faut accompagner, c'est toutes ces innovations et ces changements qui sont nécessaires pour l'avenir. Alors changer, former, on vient de l'entendre, Sylvie Ducos, c'est justement le job de Kedge en partie et surtout pour vous, pour la formation continue. Comment vous les aidez aujourd'hui, ces salariés, ces chefs d'entreprise, à prendre ce virage? On parlait pour nous aujourd'hui du numérique, mais qui peut être tout à fait autre, on l'a vu aussi avec le développement durable. Alors, essentiellement, à ce jour, à Kedge, nous avons mis en place certaines choses, en particulier le test Sully-Test, qui permet aux collaborateurs, aux étudiants et aux entreprises partenaires de l'école d'avoir un degré de connaissance minima sur ce qu'est la RSE aujourd'hui et comment accompagner les entreprises et les salariés de ces entreprises autour de ces thématiques-là. Ce Sully-Test, il a été mis en place au sein de Kedge par les professeurs-chercheurs de l'école, en collaboration avec l'ONU et tout ce qui se passe au niveau actualité à ce niveau-là. Au-delà de ça, puisqu'on le voit en travaillant en étant en crise en ce moment, nous travaillons aussi essentiellement sur les nouvelles compétences qui doivent être mises en exergue, en particulier pour les étudiants en formation initiale, mais aussi pour les salariés des entreprises, autour de la décarbonation. Et la semaine dernière, à Kedge, a eu lieu un grand événement qui est la fresque climat. Cette fresque, le climat, a mobilisé des collaborateurs, des étudiants en formation initiale et en formation continue pour vraiment prendre conscience de tout ce qui se passe à l'heure actuelle et comment le monde va changer et quelles compétences il faut mettre en avant. Pour être clair, ça veut dire que, et pour résumer ce que vous nous dire, on est en train de faire ce que vous faites en interne à Kedge, vous savez aussi l'exporter dans les entreprises. Exactement, et je peux par exemple vous dire qu'à l'heure actuelle, un professeur-chercheur de Kedge qui est Walid Klibli est en train de travailler avec un de nos anciens étudiants qui travaille chez Alstom sur comment, au niveau de Bordeaux en particulier, la région travaille aussi avec nous, arriver à développer une logistique verte avec, en utilisant les transports en commun. Alors ça va parler à Renaud Lagrave, faut-il le rappeler, hein, c'est son cheval de bataille à la région. Justement, sur cette transition, on a vu le président Rousset prendre la parole plusieurs fois. Vous dites qu'aujourd'hui, cette période de crise doit nous faire évoluer et vous mettez des moyens sur la transition. Comment et vers quel secteur vous donnez la priorité aujourd'hui ? En fait, il y en a beaucoup, mais il y en a 2 sur lesquels moi je veux insister. Le premier, c'est la transition numérique. Aujourd'hui, clairement, pour que la transition numérique soit opérationnelle pour les entreprises, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un réseau. C'est un peu comme le ferroviaire, hein. Si vous n'avez pas de réseau ferroviaire, vous n'avez pas de train. Là, aujourd'hui, on a dans ce département un acte volontariste, à la fois avec le conseil départemental et la région et l'État, pour couvrir l'ensemble du territoire en fibre optique d'ici à 2022.
Ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'accompagner les entreprises, c'est d'abord leur dire, vous avez la fibre à la porte de votre entreprise. C'est travailler avec eux pour voir comment on peut modifier justement les comportements, les modifications internes, à la fois pour les salariés, mais aussi à l'export. Et on voit bien qu'avec la crise qui est en cours, il y a besoin aujourd'hui de plus en plus de numérique. Donc cette transition, on l'accompagne, y compris dans les changements d'application, dans la sécurisation des données, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui. La deuxième transition, c'est la transition énergétique. Il y en a beaucoup qui en parlent, et puis il y en a qui le font. Dans ceux qui le font, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont en train de regarder effectivement les énergies alternatives aux énergies traditionnelles. Donc on a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir en nous disant « mais je voudrais passer à telle ou telle énergie pour sortir de l'énergie fossile ». On est là pour les accompagner. Et puisqu'on parlait de transport, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises, il y en a dans cette agglomération en particulier, qui sont en train de changer pour le fret et le transport de marchandises, toute leur flotte de camions petit à petit vers du bio-GNV, vers demain de l'hydrogène, après-demain de l'électricité. Bref, on a cette transition énergétique qui est évidemment à accompagner. C'est ces deux sujets-là qui me paraissent extrêmement importants et sur lesquels on voit bien la crise en cours, qui dure déjà depuis 1 an et qui risque encore de durer un petit peu. Si on a aujourd'hui un accompagnement et si beaucoup d'entreprises font ces démarches-là, je pense qu'on n'arrivera pas à tout faire, mais en tout cas à essayer de les accompagner justement dans cette sortie de crise. François Luneau, quand vous entendez un élu qui représente la région parler comme ça, vous dites ok, c'est sympa, mais là on est en train de gérer la crise, on verra ça plus tard, ou est-ce que vous êtes vraiment dedans et est-ce que vous, avec votre exemple au Portugal par exemple, vous dites oui, on est en train de le vivre? Alors, on est obligatoirement en train de le vivre. Ça n'empêche pas. Obligatoirement, ça qui est intéressant. Parce que nous travaillons une matière première. Ouais. Voilà, donc une matière première renouvelable, recyclable, et que nous utilisons déjà depuis de nombreuses années pour notre process de production. En fait, nous, au Portugal, nous générons du déchet de matière première et nous récupérons ces déchets de matière première que nous utilisons comme biomasse dans tous nos process de vapeur et de chaleur. C'est-à-dire vous brûlez vos déchets. Exactement. Et donc ça nous permet effectivement d'alimenter toute notre usine sur cette partie chaleur-vapeur. De la même manière, cette année, même en période de crise, nous avons décidé d'investir et donc on va installer des panneaux photovoltaïques. Toujours au Portugal. Toujours au Portugal. Donc ça, c'est du long terme aussi et c'est s'inscrire dans la durée et dans une démarche de développement durable. Et puis sur notre site de TOS, on a aussi des démarches de substitution de toutes nos utilisations de plastique. Voilà, le plastique, il faut qu'on s'inscrive là-dedans. Donc on a listé toutes les utilisations de plastique et aujourd'hui on est 30% de substitution du plastique dans toutes les utilisations qu'on peut avoir. Et on a cette démarche qui s'inscrit aussi sur le long terme. Il faut qu'on accompagne le mouvement. On est dedans parce que nous sommes naturellement naturels, mais aussi parce que c'est bon pour nous sur le long terme. Est-ce que c'est bon pour le business? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait savoir justement qu'on fait ça et est-ce qu'on communique sur tout ce que je viens ici pour le faire savoir, oui, donc ça c'est une première chose. Mais ensuite, oui, il y a une demande de plus en plus forte de nos clients à ce sujet, sur les certifications, les lièges et la manière dont ils sont cultivés et élevés, et ensuite nos actions environnementales. C'est vraiment une demande qui est demandée par les clients et qui sera un facteur différenciant à l'avenir. Christian Chapotin, on entend ce discours volontaire, on entend qu'il est porté par la région, d'un chef d'entreprise qui témoigne non des moindres, dit que c'est le moment. Est-ce que les banques, qui aident énormément en ce moment, mettent aussi et peuvent encore aider, avec tout l'argent qui est mis sur la table, on le disait tout à l'heure pour prendre l'expression, peuvent accompagner ces transformations? Bien sûr, et nous accompagnons ces transformations, mais avant d'accompagner ces transformations-là, aujourd'hui, on distingue, nous, plusieurs étapes. Une première étape qui est d'abord, pour faire des transitions, il faut qu'il y ait encore des entreprises. Ouais. Donc l'étape 1, aujourd'hui, on est toujours dans la crise sanitaire, c'est effectivement de maintenir le maximum d'entreprises en vie, le maximum d'emplois, le maximum de compétences, et c'est après qu'on conduira ces étapes-là. Je rappelle que la crise dure, vous le savez tous, en même temps on a encore des secteurs d'activité qui sont fermés. Je pense aux cafés, hôtels, restaurants qui nous sont chers dans notre région pour des moments de convivialité. Mais à l'échelle des Landes, c'est 1500, 1600 établissements, c'est plus de 3000 emplois, plus les emplois saisonniers. Monsieur Dussault parlait tout à l'heure de la grippe aviaire, c'est une nouvelle catastrophe. Dans les Landes, on produit 2/3 de la production de foie gras française est faite ici. Donc c'est des familles en difficulté. Et vous savez, les chefs d'entreprise, avec nos 2000 collaborateurs à la Banque Populaire, on est à leur côté aujourd'hui. Un chef d'entreprise, il n'est pas satisfait de vivre de subventions, de vivre de prêts et d'avoir son entreprise fermée, d'être éloigné de ses équipes, éloigné de ses clients.
Donc déjà, cette étape-là, il faut la passer. Donc c'est la une. C'est la une. La deuxième, c'est la reprise. Et quelque chose qui se prépare aussi. La reprise, quand vous allez redémarrer avec un endettement plus élevé, ça a été souligné tout à l'heure, hein, cet endettement plus élevé, comment vous réinvestissez pour justement développer de nouvelles activités, réinvestir dans votre matériel, etc. Ça, c'est ce qu'on prépare. Et là, on travaille beaucoup sur aujourd'hui ce qu'on appelle les prêts participatifs pour amener des fonds propres aux entreprises et leur permettre de retrouver de la capacité d'endettement. On a créé aussi des fonds. On a créé un qui s'appelle le fonds Rebondir avec nos collègues de la Caisse d'épargne pour accompagner aussi cette partie reprise. Et puis, il y a la troisième étape, et vous en avez parlé aussi, qui est l'étape un peu de préparer l'avenir. Préparer l'avenir, c'est toutes ces transitions, et qu'on peut déjà entamer, bien sûr, toutes ces transitions, qu'elles soient la transition numérique, et vous l'avez très bien dit, que ce soit la transition écologique qui a été rappelée par M. Dussault, tout ça, nous l'accompagnons. Nous avons des offres spécifiques, mais au-delà du métier de banquier traditionnel d'accompagner par du financement ces transitions-là, aujourd'hui, nous intégrons beaucoup de conseils dedans, parce que ça s'accompagne. Un chef d'entreprise, vous savez, il y a beaucoup de petites PME, beaucoup de petites PPE. Ce n'est pas toujours facile d'avoir toutes ces compétences réunies. Nous amenons aussi de la compétence. Donc les transitions écologiques, numériques, et puis il y a des changements de modèle complets. On est amené à accompagner ces changements de modèle parce que la crise a montré qu'il y avait des modèles qui ne pouvaient pas perdurer. Et donc là, c'est tout. Par exemple, on parle dans les restaurants aussi, le click and collect. Donc aujourd'hui, nous accompagnons nos clients avec des sites internet, avec des sites marchands, avec des programmes de fidélisation. Pour faire la vente en ligne. Et puis, dernier point, sans être trop long, il y a la transition sociologique, qui est un peu plus difficile à appréhender actuellement. Mais la crise nous montre certaines choses. La crise va amener des modifications d'organisation du travail. Le télétravail, qui était déjà une tendance, est accéléré par cette crise-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, dans les Landes, quelqu'un qui allait travailler tous les jours à Dax ou à Mont-de-Marsan qui habite Tartas, il passait le week-end à Tartas, peut-être que demain, il va passer 4 jours par semaine à Tartas. À condition qu'il ait la fibre. À condition qu'il ait la fibre. Mais à condition aussi, et surtout, c'est qu'il y a encore des commerces de proximité et que peut-être ça redéveloppera en proximité du commerce dans nos villages, où on est très attaché ici dans cette région-là, et donc recréer de la vie dans nos villages. Et nous sommes très contents à la Banque Populaire de ne jamais avoir quitté nos villages et d'être toujours ancrés en proximité. Un vrai plaidoyer pour l'économie et pour la banque que vous représentez, Christian Chapotin. On est tous d'accord avec ça. Juste un petit mot, c'est peut-être plus modeste et c'est aussi reprendre vie. Est-ce qu'on se donne rendez-vous, parce qu'on va conclure, est-ce qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine, voire cette fin d'année, pour une nouvelle édition des Néo-Aquitains, malgré la crise? 3 fois oui. Je pense que nos chefs d'entreprise, on a encore plus besoin de les mettre en avant, de les mettre en valeur, parce que je peux vous dire que pour les voir au quotidien, avoir nombreux, on parlait de crise financière, sanitaire, mais il y a une crise psychologique aussi. Donc, avec plaisir pour l'an prochain, Stéphane. On va se donner rendez-vous alors. En tout cas, en attendant de connaître les futurs lauréats et les candidats qui peuvent déjà se faire connaître, nous félicitons et nous saluons ceux de l'année 2020. On remercie tous les lauréats d'être venus aujourd'hui. Merci François Luneau. On va vous retrouver évidemment pour ce film demain à 18h sur TV7. Je voudrais aussi remercier Christian Dussault, qui pourrait être un groupe comme, mais c'est Christian Dussault du prix Innovation, le prix Startup à Protifly, dont on va suivre avec beaucoup d'attention le développement de ces différentes usines, et puis le prix départemental qui est encore avec nous. On va se retrouver donc pour la photo finale. Je remercie également tous nos partenaires, les partenaires départementaux qui sont là aussi aujourd'hui. Et puis donc, rendez-vous demain, 18h, TV7, portrait d'entrepreneur. Merci à toutes et merci à tous.